Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Contre nous soit dit, nouveau numéro. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission où des questions importantes qui retiennent l'actualité en politique, en social, en justice et en plusieurs autres domaines sont mises sur la table. Un invité m'accompagne sur le plateau pour donner son point de vue. L'actualité dans le pays reste dominée par ce débat sur le changement de la Constitution. Président Tshisekedi, dans son entourage, beaucoup parlent d'un changement de la Constitution pour renforcer les pouvoirs du président de la République. Pour ou contre, on en parle. On reviendra encore largement dans cette émission sur l'affaire François Béat. L'homme est presque là en détention depuis un mois à peu près. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi n'est-il toujours pas transféré devant son juge naturel? Et on fera une farde électorale avec un possible glissement, oui ou non, on aura des élections ou pas. Et les avis des uns et des autres seront donc mis sur cette table. Et notre invité tentera de donner son point de vue. L'invité de ce soir, Monsieur Alain Bolodjoa. Monsieur Bolodjoa, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ça fait quand même un peu. Ça fait longtemps qu'on a fait des émissions ensemble. Hein. Effectivement, ça doit être. Ça pourra faire 2 mois ou 45 jours pratiquement. Bon, j'ai été invité, je suis là. Ah bah oui, heureusement que tu l'as dit. Ouais, heureusement il m'a invité. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu peur, comme on dit qu'aujourd'hui les journalistes commencent à être utilisés par les gens des services pour se faire arrêter, tout ça. Non. Tu me mets quand même pas dans l'élo de ceux-là qui trahissent leurs invités. Non, je n'ai pas cette intention et personnellement, je n'ai pas cette culture-là. Je préfère affronter mes problèmes et je n'ai jamais été formé pour fuir la situation ou de problème. Je suis là. Même si vous pouvez être... Bon, je ne veux pas vous classer parmi ceux-là, mais... Je réponds toujours aux invitations. Est-ce que vous vous sentez menacé? Parce qu'il y a un moment donné aussi, je vous ai senti un peu le monindo qui belait là, quoi. Tu criais contre la nerf, tu criais. Est-ce qu'il y a des informations sur lesquelles on veut vous appréhender, M. Bolodjoa? Oui, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs sources d'ailleurs. Il y a certains membres de l'UDPS, d'autres qui sont en fonction. Il y a la journaliste Tatiana qui a lancé le message. Ils sont nombreux et moi-même déjà, j'ai eu beaucoup d'informations. Que la NER serait en train de vous rechercher? Ce n'est pas la NER en tant que telle, ce sont les militants agents qui veulent profiter de leur positionnement justement pour essayer de nous traquer, de nous brimer. Mais ils sont tombés sur un mauvais terrain. En tout cas, sincèrement, je dois le dire, je n'ai peur de personne, en dehors de la loi et des dieux. Donc, si aujourd'hui, convoqué à la NER, convoqué devant la justice, tu répondras au cas où? Non, mais on ne doit pas donner l'impression comme si c'est que je dis je ne veux pas m'assumer. Je le dis justement parce que je suis convaincu du bien fondé de mon combat. Si on m'invite, je dois justifier ce que je dis, je le ferai volontiers. Ma condition que ça respecte la loi, voyez-vous? Parce que je ne peux pas combattre l'injustice que les autres subissent en même temps d'accepter l'injustice sur moi. Si on va m'arrêter ou on va m'interpeller pour avoir dit que M. Félix est incompétent, je vais le démontrer. Si on me dit que la gestion du pays est catastrophique, je peux le démontrer. Et voilà pourquoi je m'abstiens à violer la loi, justement parce que je sais qu'au-dessus de mes droits, il y a la loi. Voilà. Non, mais quand on dit que dans vos propos contre le président Tshisekedi, vous frôlez les insultes, vous frôlez les injures, vous avez un langage assez tranchant, assez dur contre le président Tshisekedi, vous répondez comment? Dans le respect de la loi. Ça devient une sorte d'acharnement que vous avez contre. Dans le respect de la loi. Il faut insister sur... Non, mais quand vous dites de quelqu'un qu'il est incompétent, c'est pas une insulte, ça? Non, nullement. Ce n'est pas... C'est pas un outrage que de dire à son président de la République qu'il est incompétent. Non, s'il est incompétent, il est incompétent. Voyez-vous, l'incompétence... Donc vous êtes prêt à répéter que le président Tshisekedi est incompétent? Non, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait, et lui-même le sait certainement. Ce qui est vrai, dire à quelqu'un qu'il est incompétent n'est pas une insulte. Ce n'est pas un fait infractionnel. Je ne vois pas un juge me convoquer
pour me poser la question, pourquoi avez-vous dit que M. Félix Tshisekedi est incompétent? Je vais tout simplement lui démontrer. D'abord, la fonction du président de la République et son rôle, et ce qui s'est fait, ça va démontrer noir sur blanc qu'il est incompétent. 2 minutes. En quoi c'est résumerait l'incompétence de Félix Tshisekedi? Non, mais l'incompétence, c'est justement l'écart qu'il y a entre ce qui devait être fait et ce qui s'est fait. Lorsque vous avez quelqu'un qui confond son rôle en tant que président de la République et le chef d'un parti politique, c'est de l'incompétence. Lorsqu'il n'a pas la capacité ou la capacité de résoudre le problème pour lequel il a été choisi, il a été placé là, c'est de l'incompétence. C'est simple. Prenez. Le premier acte pris par M. Félix Tshisekedi, c'était une ordonnance nommant son directeur de cabinet. Ce qui est surprenant, cette ordonnance a été certifiée copie conforme à l'original par la personne qui a bénéficié de l'ordonnance. C'est-à-dire que le directeur de cabinet qui venait à peine d'être nommé, c'est lui qui a certifié. Ça fait preuve d'incompétence. Parce que ce n'est pas comme ça que cela devait se faire. Lorsque vous êtes nommé par une ordonnance, eh bien, votre existence en tant que fonctionnaire de l'État dépend de cette ordonnance. C'est une autre personne qui doit rendre publique l'information. Ce n'est pas vous qui bénéficiez de l'ordonnance pour vous certifier. Lorsque vous prenez le programme de 100 jours, vous dites à la population que vous prenez la résolution de lancer un certain nombre de travaux. Et ce qui est surprenant, on constate dans la Constitution, il n'y a aucune disposition qui vous donne la compétence de le faire. Ce qui veut dire que vous n'avez pas compris la mission pour laquelle vous avez été nommé. Au-delà de ça, vous mettez en place une commission chargée d'exécuter votre programme et c'est après une année que vous vous rendez compte que ce qui était prévu n'a pas été fait. C'est de l'incompétence. Comment peut-on expliquer quelqu'un qui initie un programme et se rend compte une année après? Alors qu'en réalité, dans la programmation ou dans la mise en œuvre de programme, l'évaluation se fait de manière séquentielle. On ne peut pas attendre à la fin. Nous avons 3 types d'évaluation, je dirais même 4. L'évaluation ex ante qui se fait en amont, l'évaluation ex tempore qui se fait à mi-parcours, l'évaluation ex post qui se fait à la fin. Lui n'a pas fait ces évaluations. C'est le public qui s'est rendu compte que tout ce qui a été prévu n'a pas été atteint. Ce qui veut dire qu'il a compris qu'il a été incompétent. Il y a autant de dossiers. Comment il gère le personnel politique, comment le pays n'arrive pas à s'en sortir justement parce qu'il y a des choix contradictoires. Tous ces éléments-là mis ensemble démontrent que le pays est sous-géré justement parce que c'est lui qui, à la tête du pays, accuse beaucoup d'insuffisance managériale. Voilà. Vous regrettez pourquoi le Congo a comme président Félix Tshisekedi? Non, mais je le regrette chaque jour. Et vous dites... Et par moments, je me dis, mais comment un peuple qui a connu autant de situations peut accepter d'avoir un président comme M. Félix Tshisekedi? C'est quand même décevant. Et vous ironisez en disant sur l'autre que Félix Tshisekedi est président de la République. Non, mais c'est un mauvais sort. Voyez-vous, nous aspirons à être une grande nation au cœur de l'Afrique. Attention, on n'est pas faire de la démocratie. La liberté d'expression est libertinage. Hein? Non, libertinage, c'est lorsqu'on viole la loi. Ce n'est pas lorsqu'on dit de certaines vérités. Et les gens ne doivent pas confondre le bon sens, la morale et la loi. Si dans le bon sens ou la morale, il est interdit de critiquer un plus vieux que soi, mais sur le plan de droit, ce n'est pas interdit de critiquer un vieux. Il est plus âgé que moi, le bon sens ou la morale m'interdit de le critiquer, mais le droit m'exige de le critiquer justement parce que c'est lui qui a la vie de toute une nation entre ses mains et il fait preuve d'insuffisance sur le plan managérial. Nous devons faire le choix. Nous devons faire le choix. Le jour où vous allez voir qu'Alain Bolodjoa a violé la loi, c'est en ces moments-là que vous allez me reprocher. Ne m'imposez pas d'être comme vous. Je suis dans la philosophie de la Constitution. Je vois ce qui s'est fait ailleurs, les défis qui sont les nôtres, et je me dis, si on met dans le pesé M. Félix Tshisekedi, par rapport au problème, il ne représente pas grand-chose. Donc nous devons aspirer à avoir un président à même de résoudre le problème congolais et de mettre le pays dans l'orbite du développement. Voilà. Vous me mettez de l'eau dans la bouche. Est-ce que quand vous regardez la classe politique actuelle, vous pensez que le Congo peut trouver cet oiseau rare capable
de porter ses ambitions telles que vous les dessinez là? Non, mais ils sont nombreux, sauf fort malheureusement. Je parle de la classe politique. Non, mais effectivement, parce qu'on nous dit qu'on a une classe politique pourrie, ouais, une classe fort politique malheureusement, des incompétents. Mais vous pensez qu'il y en a quand même capables de relever les défis? Effectivement, ils sont nombreux, fort malheureusement. C'est qui? Martin Fayulu? Non, il en fait partie, fort malheureusement. Vous pensez que Fayulu ferait mieux que Tshisekedi? Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je n'ai même pas à réfléchir. C'est sûr, justement parce que Martin Fayulu a été modelé. C'est ça le problème. La question que vous devez vous poser, quel est le background de M. Félix Tshisekedi? Il a suivi quelle formation? Il a quel diplôme? Il a travaillé où? Qu'a-t-il déjà fait? Et lorsque vous comparez avec ce que les autres font, vous allez vous rendre compte naturellement qu'il n'y a pas photo. Non, mais quand on dit que ce pays a été détruit par les professeurs d'université, tu n'as jamais entendu ça. Non, vous qui étiez entouré que de professeurs d'université. Non, mais ça, c'est son de confusion. Il y a des professeurs d'université qui ont vendu leurs âmes. Kabila était avec les professeurs d'université. Non, mais pourquoi ne pas me citer... Les Loumanou, les Bochab, pourquoi ne pas me citer un professeur d'université qui a eu à gérer la République? Commençons par là. Il ne suffit pas seulement de prendre des avocats. Est-ce que vous savez que, au regard de nos formations, un conseiller ne s'adapte que par rapport à la vision du chef? Si vous avez un chef qui a une vision minimaliste, vous ne pouvez pas lui amener des idées au-delà de sa capacité. Il ne va même pas vous comprendre. Lorsque vous avez un président qui place ses actions, qui mène des actions minimalistes par rapport aux enjeux de l'État, eh bien, vous ne pouvez pas lui dire, M. Félix Tshisekedi, arrêtons de réfléchir sur l'importation de poissons, réfléchissons à autre chose. Il ne va pas vous comprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y avait un directeur de cabinet en prison, justement parce qu'il y avait des harmonies entre la vision que la personne du président portait et la vision de son directeur de cabinet. Bien qu'il y ait eu aussi d'autres éléments qui ont concouru à ce qu'il soit en prison, mais ce qui est vrai, il y avait des malaises, justement. Donc, Fayulu ferait mieux que Tshisekedi, tu me disais ça. Naturellement, mais Fayulu a un background. À cause de quoi? Des diplômes, des études? Non, mais ce sont des atouts. Ce sont des atouts. Ne pensez pas qu'à l'université, on forme des abrutis. Pour être universitaire, il faut être évalué au moins pendant 5 ans. Le président Tshisekedi a étudié aussi, hein? Non, mais je l'espère aussi. S'il n'a pas étudié, ça serait catastrophique. On ne peut pas envoyer nos enfants à l'école pour être dirigés par quelqu'un qui n'a pas étudié. J'espère qu'il a étudié. Je le souhaite en tout cas. S'il ne l'a pas fait, c'est le temps. C'est le moment de le faire. Donc, vous n'êtes pas de ceux qui estiment que cette classe politique est pourrie et que Congo est coufi, que non, tout pas est dans terminé. l'absolu. Pas dans l'absolu. Dans la règle, il y a toujours des exceptions. Il y a encore quelques oiseaux rares capables de relever les défis. Le problème que l'on reproche à M. Félix Tshisekedi, c'est le fait de n'avoir pas maîtrisé le fonctionnement de l'État ou la fonctionnalité de l'État. S'il avait la capacité de maîtriser la fonctionnalité de l'État, il n'allait pas commettre autant d'erreurs. Il suffit seulement de voir ses agirs, ce qu'il fait. Vous vous rendez compte qu'il nous fait sortir du cadre institutionnel, il nous amène dans une gestion qui est gelou. Tout est sombre avec lui. Il ne sait même pas respecter le processus ou la procédure de prise de décision. Tout est sombre. Pourquoi avoir pris la responsabilité de piloter un programme de gouvernance alors que la Constitution ne lui donne pas la compétence? Parce que la compétence est d'attribution. Vous ne pouvez pas prendre les compétences dévolues à un premier ministre, à un gouvernement, pour en faire un problème personnel. Vous prenez l'argent de l'État, les compétences du gouvernement, vous donnez à vos amis et connaissances, et à la fin, on nous dit, non, voilà, c'est la première fois de voir un directeur de cabinet être arrêté. Bon Dieu, mais ça, ce sont des aventures. Il suffisait tout simplement de se conformer à la loi, à la Constitution, et là, il allait avoir les mécanismes de suivi et de contrôle. Il n'a pas fait. Dans la classe politique, je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent faire exception. C'est vrai, on ne va pas retrouver tous les atouts dans une personne, mais du moins, s'il y a un encadrement... Il y en a encore un autre à part Martin Fayulu? Non, mais ils sont nombreux. Qui? Matata? Pourquoi pas? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux des gens qui ont fait preuve. Moïse Katumbi? Pourquoi pas? Ah, vous pensez aussi que Katumbi ferait mieux que Tshisekedi? Non, mais certainement, parce que lui, au moins, il a un background. Non, mais attendez. Moïse Katumbi ça, c'est un point personnel, mais là, alors. Non. Parce que je peux te citer tous les noms. Non, mais attendez. Vaut mieux Moïse Katumbi que Félix Tshisekedi en matière de gestion. Peut-être que Moïse Katumbi peut avoir d'autres problèmes, mais par rapport à la gestion, au moins il a été éprouvé, il a eu à assumer de fonctions avec ses faiblesses, il a quand même donné du tonus à la gouvernance au niveau où il avait l'influence ou le pouvoir.
Mais M. Félix Tshisekedi, nous le découvrons à peine. Personne ne peut prendre aujourd'hui l'engagement de nous dire, voilà, il avait fait ça dans le passé et voilà les résultats. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ce que M. Félix Tshisekedi a pu faire avant qu'il ne soit président. Je n'en vois pas. Mais au moins les autres ont eu à commettre des erreurs, ils ont la capacité de corriger. Il n'y a pas que les personnalités que vous avez citées. Ils sont nombreux. On peut vous prendre vous. Non, je n'ai pas les ambitions présidentielles pour le moment. Non, mais non, on peut vous prendre vous. Ah, vous pensez que moi je ferais mieux que le président Tshisekedi? Ça, c'est certain. Non, mais qu'est-ce qui... En dehors d'être le fils à son père... Allez, en dehors d'être le fils à son père... Donc, si je postule aujourd'hui contre Tshisekedi, tu vas me voter, moi? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je n'aurais même pas réfléchi. Ça, c'est sûr. Parce que vous avez un background. C'est ça notre souci. Nous ne voulons pas avoir un président parfait. Mais au moins quelqu'un qui connaît le rouage, le fonctionnement de l'État. Si vous avez une base et que vous êtes entouré de bons conseillers, vous ferez mieux. Mais si vous n'avez pas de base, même si on vous mettait à côté des anges, vous allez échouer. Ça, c'est certain. Donc, quand il nous disait, le président de la République, Mboko Koufa, pour toi, c'était normal parce que il n'avait pas d'expérience de gestion et qu'il était... Non, mais M. Félix Tshisekedi s'est contredit à chaque fois. Moi, j'ai suivi M. Félix Tshisekedi dire qu'il a trouvé une armée structurée. J'ai suivi M. Félix Tshisekedi dire, au-delà de ce que nous disions pendant que nous étions dans l'opposition, mais au moins, il y a eu des choses qui ont été faites. Moi, j'ai vu M. Félix Tshisekedi saluer son prédécesseur justement parce qu'il a trouvé des backgrounds. Ce qui est vrai, c'est que le processus de développement, c'est un processus cumulatif. Chaque dirigeant qui arrive doit poser les jalons et permettre à ce que le fonctionnement de l'État soit régulier. Fort malheureusement, pour M. Félix Tshisekedi, il vient justement pour désorienter les choses en nous amenant une gestion atypique qui ne permet pas à ce que nous atteignions l'objectif. Vous voulez mener des réformes. Ce n'est pas dans votre tête qu'on doit constater qu'il y a souci de changer les choses. C'est dans les agir, c'est dans les actions que vous menez. Vous initiez des réformes, que ce qui s'est fait soit conforme à la loi. Mais lorsque vous avez des gens qui font des choses en dehors de la loi, eh bien, vous ne pouvez pas m'inviter, moi, à saluer ce qui est contraire à la loi, d'autant plus que je sais, la norme permet à ce que les choses se fassent de manière harmonieuse. Mais avec M. Félix Tshisekedi, c'est une gestion atypique. Vous avez tout suivi. Lorsque M. Félix Tshisekedi avait initié le programme des 100 jours, tout le monde avait applaudi. Je crois avoir été les seuls à avoir levé les tons pour lui dire que ce n'était pas conforme à la Constitution et j'avais futigé. J'avais même donné des éventualités ou sinon des prévisions par rapport aux résultats, justement parce que nous sortions du cadre institutionnel. Les autres ont compris une année après. Lorsqu'il a pris l'initiative de mettre sur pied le programme PAIU, le programme alimentaire d'urgence, j'avais dit que ça ne pouvait pas se faire, justement parce que nous avons confronté ce qu'il voulait faire par rapport à ce qui devait se faire. Et au finish aujourd'hui, personne ne peut faire l'évaluation. L'argent a été détourné. Comment voulez-vous la présidente puisse initier un programme, exiger aux membres de son cabinet d'aller ponctionner dans le compte du fonds de promotion de l'industrie, de prendre de l'argent pour aller acheter des épices dans des provinces et venir revendre au niveau de Kinshasa? Dans la norme, ça ne se fait pas. La présidence n'est pas une association de commerçants. Ce n'est pas une fédération des opérateurs. La présidence est une institution qui a pour mission de concevoir des politiques publiques en collaboration avec le gouvernement. Comment la présidente peut commencer à vendre des histoires? Il a acheté des camions citernes pour commencer à vendre de l'eau dans nos rues. Le programme du chef de l'État pour la desserte en eau potable. Mais comment le président peut avoir des programmes pour commencer à vendre de l'eau? Ce qui veut dire qu'il y a un problème conceptuel, il y a un problème perceptuel. Au-delà de ça, il a initié le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. J'avais futigé, personne ne me croyait. Aujourd'hui, il y a des détournements, justement parce que nous sommes sortis du cadre. Et au-delà de ça, le fameux programme Tilé. Ça, c'est un malheur. C'est-à-dire que le fait seulement qu'il ne veut pas respecter la norme et la procédure, aujourd'hui, nous n'avons que de procès. Et fort malheureusement, au finish, les gens qui sont arrêtés sont libérés et l'État ne gagne rien. Non, mais il a un autre projet qu'on dit être très, très ingénieux, sortir le pays, de l'arrière-pays des problèmes. Le projet 145 jours territoire, là aussi, vous pensez que c'est un fiasco, vous n'y croyez pas? Vous voulez que je sois direct? Ça, c'est une forme d'escroquerie. Ça, c'est une mafia. Et je peux vous les démontrer. Le projet 145 territoire... Non, mais ça, c'est une mafia. Ça, c'est une mafia. Ça, c'est des escroqueries. Nous avons eu un grand débat
sur le comment prendre des grandes décisions au niveau du pays. Et nous avons fractionné le pouvoir pratiquement en deux. Nous avons le gouvernement central et nous avons les entités régionalisées que nous appelons les provinces. Chaque niveau a ses compétences. Et la Constitution, dans ses articles 202, 203, 204, a fixé les cadres fonctionnels et les matières à traiter par rapport à chaque niveau. L'article 202, les compétences exclusives du gouvernement, ce que nous pourrons appeler l'État. Article 203, les compétences concurrentes entre le gouvernement central et les provinces. Article 204, les compétences exclusives aux provinces. Nous avons la loi portant fixation de principes fondamentaux de libre administration de provinces de 2008. Nous avons la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur relation avec le gouvernement central et les provinces. Dans ces lois et dans ces dispositions de la Constitution, il y a des matières qui sont exclusives aux provinces. Les routes des dessertes agricoles, nous en avons 97 000 km, sont de compétences exclusives de provinces. L'agriculture, la pêche, l'élevage, l'éducation, vous avez la santé, la gestion des chefs coutumiers, sont de compétences exclusives de provinces. Comment ça se fait que la présidence, qui n'a pas déjà au départ compétence sur la matière de gestion au quotidien du patrimoine de l'État et de projets de développement, puisse initier un programme en dehors du programme du gouvernement qui a été axé sur 15 piliers? Ces documents-là qu'on vous présente de programme de 100 jours, à quel soubassement constitutionnel et légal? 145 territoires. 145 territoires. Ça n'a rien à voir avec l'État. Ça, c'est de la même manière qu'ils ont créé le président AI de l'UDPS. C'est la même manière qu'ils ont créé ces programmes. Dans le fonctionnement de l'État, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Vous prenez les entités territoriales décentralisées. Lorsqu'ils initient leur programme, ils ont des financements. Et parmi les financements, il y a la rétrocession de 15%. Il y a les recettes les recettes propres et il y a les recettes exceptionnelles. La même situation au niveau du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a droit à 40% et en rétrocédant les 15%, la province reste avec 25%. Elles ont les ressources à caractère, les ressources propres et les ressources exceptionnelles. Ce qui veut dire que d'après l'esprit de la Constitution, ce sont les entités territoriales décentralisées qui sont la source d'impulsion au développement. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Et dans les finances publiques, on a éclaté le fonds public en trois. 40% pour les recettes et 40% pour les provinces, à titre de retenue à la source, mais dans la pratique, ce sont des rétrocessions. 10% pour la caisse de péréquation et 50% pour les initiatives du gouvernement central. La nature de route font que chaque route a une responsabilité au niveau des entités. Le route à intérêt national sont de routes à la responsabilité du gouvernement central. C'est dans les 50% que l'on construit le route à intérêt national. Le route à intérêt provincial sont des routes qui dépendent de la province et ce sont les gouvernements provinciaux qui construisent ces routes. Les routes et les dessertes agricoles sont des routes qui relèvent de la compétence des entités territoriales décentralisées. Et dans les entités territoriales décentralisées, nous avons la ville, les communes, les secteurs et les chefferies. Vous prenez les compétences dévolues aux entités décentralisées et vous voulez en faire une politique publique au niveau du gouvernement central. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent Félix Tshisekedi comme superviseur, en violation de la Constitution. Et après, ils mettent en place une commission interministérielle chapeautée par le Premier ministre. Et après, ils ont mis en place une commission élargie où vous trouvez le membre de son cabinet et les autres. Mais l'Assemblée provinciale ne sont pas impliqués. Dites-moi, comment allons-nous gérer la République en dehors de la Constitution? Si vous voulez changer les choses, commencez à changer la Constitution. Allons-y justement, parce que là, c'est le débat actuel. Les pro-Tshisekedi sont en train de tomber les masques. On annonce qu'ils Mbata en tête. Ils prêchent aujourd'hui pour le changement de la Constitution, M. Alain Bolodja. Deux modifications majeures dans la Constitution qu'ils veulent mettre en place. Un, renforcer les compétences du président de la République en allant d'un régime semi-présidentiel vers un régime présidentiel. Segundo, passer des quinquennats à septennat. Il donne des raisons, hein. Le président, c'est quand même lui qui représente la nation. On doit éviter un peu cette hypocrisie
où vous avez un gouvernement qui conduit les politiques publiques alors que la population demande au président de la République, franchissant les Rubicons. Et puis par rapport aux années, ils disent 5 ans, ça ne vous permet pas de dépenser 1,2 milliard, il faut le pousser. Comment tu prends ces arguments par rapport au changement de la Constitution? Bon, je crois que, heureusement, vous avez bien formulé la question. Il y a plusieurs dimensions qui doivent être prises en compte. Premièrement, la nécessité de changer de constitution. Deuxièmement, le problème de l'opportunité aujourd'hui. Et troisièmement, qui doivent le faire. Ce sont là les grands débats. Nous, la nouvelle classe politique de l'opposition, et plus précisément les BAT, nous sommes d'accord pour l'avènement de la 4e République. C'est-à-dire changer la Constitution. Changer de constitution. Et dans notre conception, nous considérons qu'effectivement, les mandats doivent être de 7 ans. Et non de 5 ans justement, parce que nous voulons permettre à ceux qui vont accéder au pouvoir d'avoir de plus de temps pour concevoir de politique. C'est vrai, la France avait un septennat. La France est revenue au quinquennat juste après. Parce qu'il y avait des bases qui ont été posées. Ceux qui étaient là au pouvoir, ils ont eu à poser des actes. La transformation des structures ont permis à ce qu'il y ait une sorte de stabilité institutionnelle. En ces moments-là, la personne, on peut réduire les mandats justement pour que celui qui arrive ne prenne pas beaucoup de temps. Vous prenez les États-Unis, c'était 5 ans. Maintenant, là, c'est 4 ans. Le Sénégal est passé de 7 à 5 ans aussi. Non, mais effectivement, c'est ce qui veut dire que nous sommes d'accord pour que l'on change de constitution, justement pour que le nouveau pacte social reflète la volonté cristallisée de la population. Aujourd'hui, nous avons une constitution des belligérants qui n'est pas mauvaise dans l'absolu, mais qui accuse beaucoup de problèmes. Nous considérons pour notre part qu'effectivement, le pouvoir des présidents doit être élargi, justement parce qu'il a un engagement pris avec la population, il a été élu sur base d'un programme et c'est son programme qui doit être exécuté. Mais ce qui est vrai, c'est la question de l'opportunité. Ce n'est pas le fait que... Donc dans le fond, tu es d'accord avec Félix Tshisekedi? Dans le fond. Non, ils nous ont rejoints. Lorsque nous parlions de ces projets-là, personne ne nous soutenait. Il nous a rejoints. Mais fort malheureusement, il veut tirer la couverture de son côté. Il veut profiter pensant que si on changeait la constitution aujourd'hui, les élections de 2023 seront organisées sur base de cette constitution. Non. Sur le plan technique, ce n'est pas possible. Et j'ai suivi votre fameux professeur qui a dit que non, c'était une nécessité, une impérieuse nécessité. Mais le débat là de la révision de la constitution, du changement de la constitution, n'a pas commencé avec vous. Quelle était votre position lorsque nous défendions cette thèse-là? À l'époque, on nous disait, non, voilà, cela allait faciliter à Kabila de glisser, d'avoir plus de temps. Aujourd'hui, parce que vous êtes en difficulté, vous voulez changer la constitution. Mais sur le plan technique, les changements de la constitution ne relèvent pas de la compétence des institutions installées par la constitution. Ça, c'est un nouveau pacte social. Vous n'avez pas le pouvoir de réviser, de changer la constitution ou de la modifier. D'ailleurs, les matières que vous touchez, ça change automatiquement la philosophie de cette constitution. Ce qui veut dire que vous n'avez pas qualité. Pour y arriver, il n'y a qu'une seule option. Il faut qu'il y ait révolution, la rupture avec le passé. C'est-à-dire que si vous voulez être cohérent dans ce que vous dites, il faut d'abord faire partie toutes les institutions issues de cette constitution, d'autant plus que les raisons que vous voulez mettre en évidence contredisent ce qu'il y a aujourd'hui. Un député national bénéficiaire de cette constitution ne peut pas initier le programme, le changement de la constitution. Donc, ce qui veut dire, rejoignez-nous. Article 64. On n'a pas d'autre choix. Ils vous ont démontré noir sur blanc que la solution aujourd'hui, d'ailleurs, M. Félix Tshisekedi n'est pas incompétent du fait de la faiblesse de la constitution. Ça, c'est un autre débat. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, parce que nous soutenons l'idée de changer la constitution, qu'on va vous embrasser. Ce qui est vrai, avec cette constitution, si vous respectez ne fût-ce que la norme en matière de gouvernance, M. Félix Tshisekedi pouvait faire quelque chose. Donc la constitution n'a pas empêché Félix Tshisekedi de donner l'espoir à ses peuples de développer ce pays. Non. Il est incompétent, c'est ce qui fait qu'il n'a pas su bien gérer. Prenons. Lorsqu'il avait présenté avec son premier ministre, Yulun Kamba, le programme avec 15 piliers, on lui disait déjà qu'il y avait un problème. Vous avez un mandat de 5 ans. Au regard des données sur le terrain, vous ne pouvez pas présenter un budget de 48 milliards de dollars. C'était irréaliste. De manière linéaire, il fallait mobiliser pratiquement dans le 12 milliards de dollars long.
C'était irréaliste, d'autant plus que nous avions déjà un budget de 4 milliards 800 millions. 2019, il n'y a pas eu la loi rectificative. 2020, on avait un budget de 10 milliards 800 millions. Ils n'ont pas su mobiliser. 2021, 6 milliards 800 millions. On nous dit qu'ils auraient dépassé les assignations. Les prévisions sont inférieures par rapport aux réalisations. Ce qui est surprenant, aucun projet n'a été financé jusque-là. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sincères. Donc si M. Félix Tshisekedi avait des atouts de gestion, il pouvait poser des actes en faveur de la population sans qu'il y ait autant de boucans. Ce n'est pas la Constitution qui vous a empêché de bien travailler. C'est votre cupidité, c'est votre manière de gérer le pays. En cherchant à vous faire une santé financière, vous avez désarticulé les institutions. Toutes les institutions aujourd'hui sont caractérisées par l'immoralité. Justement parce que vous n'avez pas compris le fonctionnement. Avec cette constitution, il y avait possibilité de poser des jalons. Mais nous pensons pour notre part qu'il va falloir réfléchir sur l'avènement de la 4e République. On n'aura pas seulement à changer de septennat à quinquennat. La question de la nationalité doit être abordée avec sérénité. On n'avait pas voulu reconnaître la double nationalité, justement parce qu'il y avait un problème avec certains pays voisins. Mais nous pouvons changer cette disposition de la Constitution qui est déjà discriminatoire, qui est déjà sociéticide. On ne peut pas retirer à quelqu'un la nationalité d'origine. Il est congolais d'origine, personne n'a le droit de lui retirer. Mais on peut réduire le droit de ceux qui ont double nationalité et on peut accepter qu'à ceux qui ont la nationalité d'origine de porter double nationalité. Il y a possibilité de le faire. Vous prenez par rapport aux compétences du président de la République. Comment le président de la République, qui est élu au suffrage universel direct, sur base d'un programme de gouvernance, peut-il dépendre, parce que dans la constitution actuelle, le président de la République a une fonction purement protocolaire, bien qu'on lui a reconnu un certain nombre de matières telles que la diplomatie, la sécurité, la défense. Mais du moins, il y a possibilité qu'il puisse aussi intervenir de manière directe par rapport aux gestions. Mais ce Félix Tshisekedi, il le fait en violation de la Constitution. Mais cela ne lui a pas empêché de mal gérer. Ce qui veut dire que nous devons repenser l'État pour que nous arrivions effectivement à le mettre dans l'ordre de développement. Oui, pour le changement de la Constitution, oui, pour l'avènement de la 4e République, mais pas avec Tshisekedi, pas avec Mbata. Surtout pas avec lui. Surtout pas. Surtout pas avec lui. Parce qu'il risque là d'amener l'État de la 3e République. Lui qui est bénéficiaire de la forfaiture électorale, nous ne pouvons pas l'accompagner. Et d'ailleurs, aucun député n'a le droit d'initier la modification de la Constitution dans leur démarche ou sinon changer de Constitution. Aucun député n'a le droit. Parce que leur pouvoir est délimité au regard des dispositions de la Constitution actuelle. Il n'y a que le peuple souverain qui peut le faire. Si l'idée viendra de la population, mais cela doit passer impérativement par la révolution. Voilà pourquoi les ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Qui ne croyait pas à notre vision? Tout le monde y croyait, mais ils ont fait semblant. Et aujourd'hui, ils vont chercher à colmater pour vous présenter une nouvelle constitution. Celui qui va présenter la constitution sans le peuple sera considéré comme de la haute trahison. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, c'est donc Monsieur Alain Bolodjoa. Avec lui, on est en train de faire la lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Bolodjoa, l'actualité, c'est aussi quand même Monsieur François Béat. Ça fait presque un mois que le sécurocrate Béat, ancien conseiller en charge de sécurité du président de la République, est dans les geôles de l'ANR. On a dit qu'il a posé des actes qui prouvent des agissements allant dans le sens d'attenter à la sécurité et à la sûreté de l'État. Est-ce que vous comprenez que l'homme soit encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans les cachots de l'ANR? Non, mais je comprends justement parce que nous sommes dans une gestion atypique. Parce qu'apparemment, l'état de droit veut dire, ici au Congo, faire ce que Félix Tshisekedi veut. En réalité, d'après l'esprit de la Constitution, je crois que c'est l'article 17, lorsque vous arrêtez quelqu'un, 48 heures après, il doit être devant son juge naturel. C'est vrai, la question de la sûreté de l'État va au-delà de la loi. C'est ce que j'allais dire. La question de la sûreté de l'État va au-delà de la loi parce que c'est une question épineuse qui touche à la vie de la nation et on peut faire des exceptions. Mais là, il faut reconnaître que vous êtes déjà en violation de la Constitution. Mais ce qui est vrai, c'est le fond du dossier. Je ne vois pas comment on peut concocter un coup d'État seul. Je n'arrive pas à comprendre
comment peut-on initier l'idée de renverser un pouvoir, un régime seul? Soit on utilise l'armée, soit on peut utiliser la... Mais bon, on dit que d'autres personnes ont été arrêtées, certains officiers ont été arrêtés aussi, non, dans cette affaire-là? Non, mais jusque-là, on ne cite que le nom de François Béat. Qui d'autre? Parce que sur les réseaux sociaux, on nous a présenté un général, on nous dit qu'il est en liberté, on nous aurait présenté un colonel, tous sont en liberté. Qui d'autre? Donc, à l'heure où nous parlons, les droits de M. Béat sont en train d'être violés par... Effectivement, il s'est fait à dessein. Et je doute fort qu'il a été arrêté pour ces raisons-là. Je doute fort. Parce que c'était déjà en flagrance. Il fallait mettre la main de tous ceux qui ont participé pour que nous sachions qu'effectivement, il y avait intention. Et d'ailleurs, qui peut prendre les risques de croire à ces régimes lorsqu'on nous dit non, voilà, on aurait attenté à la vie de M. Félix Tshisekedi? Qui peut prendre les risques de vous croire? Parce que vous êtes habitué dans le mensonge. Moi, je ne crois pas. Il n'y a pas assez d'éléments. J'ai suivi votre, je ne sais pas si je dois l'appeler ancien confrère ou député, journaliste ou journaliste député, nous dire non, voilà, nous avons une prophétie, et cela est sorti de chez vous ici. On a brandi une vidéo où vous avez reçu quelqu'un qui s'est présenté comme prophète, qui aurait annoncé le coup d'État après le départ de M. Félix Tshisekedi de l'Union africaine. On nous a brandi le tweet d'un ancien gestionnaire, bon, comment je peux l'appeler, un membre du FCC qui aurait tweeté disant que ce qui s'est fait dans d'autres pays de l'Afrique ne vont pas nous épargner. Et on veut faire la corrélation entre les deux pour dire non, voilà. Tu parles de quel député? C'était qui? Eliezer? Bon, vous l'avez cité. C'est-à-dire que devant cette réalité, je constate que le dossier est traité avec légèreté et je ne pense pas que M. François Béat pouvait prendre cette initiative seul. Et ce qui est encore très grave, M. François Béat, c'est un agent de carrière. M. François Béat n'est pas un politique. Comment pouvait-il prendre l'initiative de renverser le pouvoir sans qu'il y ait l'accompagnement de la classe politique? Jusqu'aujourd'hui, personne n'a été inquiété. Ce qui veut dire que M. François Béat a été arrêté pour autre chose. C'est quoi la chose pour laquelle... Non, mais certainement qu'ils sont en conflit d'intérêts. Ah, vous créditez la thèse de confiance avec Bifor Bicelele tel que les réseaux sociaux... Il y a un conflit d'intérêts. Donc, c'est un complot? Non, c'est probable. Parce que je ne vois pas comment on peut prendre l'initiative de renverser le pouvoir. D'après ce qu'on nous disait, qu'on l'aurait surpris dans une réunion quelque part avec les autres en train de formater des histoires contre M. Félix Tshisekedi. Attention, ça, réfléchir sur le départ de M. Félix Tshisekedi n'est pas une atteinte à la sûreté de l'État. Cela aussi ne veut pas dire que c'est un coup d'État. Parce que là, vous risquez de créer des confusions dans vos esprits pour rien. On peut réfléchir sur le départ de M. Félix Tshisekedi sans nécessairement violer la loi. C'est possible de réfléchir. Moi, je le fais chaque jour. Comment faire partie de M. Félix Tshisekedi pour donner la chance à la République de réfléchir? Mais cela ne veut pas dire que c'est un coup d'État. Parce que ce qui est important, lorsque le procédé viole la loi, c'est en ce moment-là. Mais réfléchir sur comment faire partie de M. Félix Tshisekedi. Quel est ce Congolais conscient qui va accepter d'avoir un président comme M. Félix Tshisekedi au regard des défis qui sont les nôtres? Tout le monde réfléchit sur son départ. Mais ce qui est interdit au regard de la Constitution, c'est de le faire partie en violation de la Constitution. Voilà. Allez, Bologe. Tu sais que sur la question de Tshisekedi, je me posais beaucoup avec toi dans des plateaux de télé. Ouais. Heureusement, tu as compris. Tu as été exorcisé. Je n'ai rien dit. Non, mais il faut dire à la population. Parce que lorsqu'on s'est retrouvé dans le plateau, vous tentez de me convaincre que M. Félix Tshisekedi, moi je ne voyais rien de bon sorti de M. Félix Tshisekedi. Heureusement, aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Bon, ça, il faut quand même le dire parce qu'il y en a qui disent nous, avec les Bolodjoa ici, on se retrouvait dans des plateaux de débat où lui critiquait Félix Tshisekedi, moi je soutenais Félix Tshisekedi. Heureusement, vous êtes repenti. Je n'ai pas dit ça. Gloire à Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Faut mieux tard que jamais. Je n'ai pas dit ça. Gloire à Dieu. Je l'ai dit parce que vous dites qu'il n'y a aucun Congolais qui croit aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Non, même votre confrère Christian Boussembe, apparemment il change déjà de posture. C'est déjà une bonne chose. Vous tous, vous serez exorcisés. Et je le souhaite en tout cas. Donc, Béat doit se retrouver à l'heure où nous parlons devant son juge naturel. Mais laissons à l'ANER le temps de faire son travail. Tu sais que l'ANER est une agence d'intelligence qui a quand même beaucoup de compétences à son sein. Il faut qu'il ficelle encore les dossiers. C'est quand même un dossier assez sensible, non? Non, mais vous connaissez ma position par rapport à l'ANER en tant qu'agence d'intelligence. Ce qui est vrai, l'ANER n'est pas au-dessus de la loi. On doit faire le choix entre la Constitution et l'ANER. L'ANER a un protocole, certes, mais ce protocole ne lui donne pas le droit
de violer la loi. Et en réalité, si nous étions dans un pays sérieux, si M. Félix et sa cohorte voulaient effectivement aider la République, on ne pouvait pas l'entendre comme on l'entend aujourd'hui. Il fallait plutôt mettre en place une commission spécialisée, justement pour essayer de traiter sur tous les dossiers. Qui vous dit que les agents de l'ANER ne sont pas derrière ce qui s'est fait? Qui vous dit qu'il n'y a pas de tirage de ficelle au niveau de l'ANER? Ils peuvent aussi être utilisés. Qui vous dit qu'il n'est pas en conflit d'intérêts? Parce que qui gérait l'ANER en réalité? C'est M. François Béat en tant que spécial. Il était supérieur. L'AG de l'ANER lui était subordonné. Aujourd'hui, il est jugé par son subordonné. Qui vous dit qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts? Et je crains qu'ils subissent le sort des autres personnes qui ont été arrêtées, qui ont été mal jugées. Attention, M. François Béat ne peut pas être seul. Certainement qu'il y a des gens qui vont se sentir en insécurité s'il est mal jugé. Il y a des gens qui sont mal jugés. Vous en connaissez quelques-uns? Non, mais ils sont nombreux. Qui, par exemple? Oli Ilunga. L'ancien ministre de la Santé. Justement parce qu'il était médecin de la famille Tshisekedi. Il est en prison, il a été mal jugé. Ferdinand Kambere. Vous n'êtes pas un tribunal d'appel, vous. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. Oli Ilunga a été condamné. Il avait d'aller au second degré. Non, mais attention. Monsieur l'ancien DG de l'RVA, il a été libéré. Bilingue, François. Oui, il a été acquitté. À la Cour de cassation, oui. Effectivement, mais lorsque j'en parlais, est-ce que les gens me croyaient? Lorsque je disais qu'il... Est-ce qu'on a été libéré? Je ne sais même pas. Il est libéré. Il a été acquitté. Il a quitté la prison. Il a été acquitté. Il est en liberté. Parce qu'il y avait déjà de faiblesses. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui a eu à gérer dans le contexte institutionnel, vous dites qu'il a détourné l'argent alors qu'il n'y a pas de traces? Monsieur Bilingue n'avait pas détourné l'argent, c'était justement le fait de n'avoir pas payé les dettes sociales. On nous a dit qu'il aurait détourné l'argent. Il a été condamné pour 20 ans. Mais au niveau de la Cour de cassation, ils ont constaté que l'argent n'est pas sorti. Ils ont envoyé une enquête. Ils ont initié une enquête au niveau de l'entreprise. L'argent n'existait même pas. Mais il a été condamné pour 20 ans. Vous avez M. Oli Ilunga, on nous dit qu'il aurait détourné l'argent. Alors que nous savons tous que le package a été géré par le gouvernement. Ce n'était pas la personne du ministre. Donc il a payé le fait qu'il était médecin. Non, mais personne ne nous a démontré qu'on a détourné l'argent. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il est en prison. Et son plus grand péché, c'est le fait d'avoir quitté la famille Tshisekedi pour rejoindre Kabila. C'est ça son plus grand péché. Ferdinand Kambere, il a été arrêté. Lui qui a été menacé, on l'invite quelque part, on l'arrête. Et après, on le tabasse. Et après, il va porter plainte au niveau de la justice. Et c'est lui qui est arrêté. Non, mais on a vu le sang d'Ardan Kabambi qui disait que Ferdinand Kambere... Non, mais moi j'ai vu des vidéos lorsque ces gens-là tabassaient M. Ferdinand Kambere. Nous avons des vidéos, j'ai vu ces vidéos-là. C'est eux qui l'ont invité. Vous m'invitez chez vous, vous me tabassez, et après je prends l'initiative d'aller porter plainte, alors que déjà au départ, vous avez tout concocté, et vous m'arrêtez moi qui suis victime. Aujourd'hui, il est en prison. Jusque-là, il n'est pas encore jugé. Vous avez les gens qui ont bénéficié de cette ordonnance médicale de M. Félix Tshisekedi. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en prison. Ordonnance médicale? Non, mais ces ordonnances ne valent rien. Apparemment, ça équivaut à une ordonnance médicale. Comment un président de la République peut-il prendre des ordonnances et qui ne sont pas exécutées par le ministre? Vous parlez des ordonnances de grâce présidentielle? Non, mais Où figurerait Jacqueline Dalla, non, mais ça quelle valeur cette ordonnance lorsqu'un ministre refuse de l'exécuter? Ça quelle valeur? Vous mettez une ordonnance médicale où c'est à vous d'apprécier si vous allez acheter le produit ou pas. Aujourd'hui, cette ordonnance souffre justement parce que la ministre ne considère pas M. Félix Tshisekedi. Et ça fragilise l'État. Lorsque le président de la République prend une ordonnance, si l'ordonnance respecte la procédure, le ministre n'a pas le droit de repousser son exécution. Aujourd'hui, nous constatons que M. Félix Tshisekedi n'est même pas respecté. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs autres Congolais qui sont en prison, qui ne sont pas jugés. Je prends ici le cas de Luc Molopwe, membre de l'ECD, Lamouka. Il est au cachot de l'ANER. Ça fait pratiquement 1 mois. Il n'a jamais été présenté. J'ai lu ce matin sur Twitter, je crois, chez Stani Boujakira, que 7 militants de Lamouka ont été condamnés également à 10 ans de servitude pénale pour avoir déchiré le t-shirt de quelqu'un ou d'un député de l'UDPS qui a... Oui, mais fort malheureusement, même leur jugement n'a pas respecté la procédure. Le monsieur a été agressé,
Vous venez, vous trouvez les jeunes dans le même coin et vous les prenez et vous les sanctionnez, vous les jugez comme ça. Non, il fallait juger ceux qui ont commis le forfait. Ils n'ont pas été reconnus par la personne qui a porté plainte. Mais ils sont condamnés aujourd'hui. C'est ça, au fait, si les jaloux. C'est ça, M. Félix Séké. Ne soyez pas surpris que nous autres serons condamnés. Ils peuvent formater des histoires, créer des histoires, nous arrêter et à la fin on dira non, voilà, ils critiquaient trop M. Félix Séké et c'est normal qu'ils soient arrêtés. Non, ce qui est normal, c'est ce qui est conforme à la norme. Voilà. Allez, le RAM, nous sommes le 1er mars aujourd'hui, c'est la fin du RAM quand même. Là, pour une fois, tu peux saluer Tshisekedi, non? Ah bon? On salue quelqu'un qui a détourné, qui a pris mon argent et puis on doit les saluer pour avoir retiré sa décision. C'est quand même simpliste, cher ami. Qui a vu l'acte créant RAM? Parce que ce qui est vrai, si c'est une taxe, ça doit être créé sur base d'une loi. Et c'est ça l'esprit de la Constitution. Vous ne pouvez pas initier des choses à votre niveau parce que vous voulez vous faire une santé financière. Le fait que vous avez trouvé au niveau international, au niveau de l'Europe, les Chekoula ne payent plus, vous prenez une initiative, vous ponctionnez l'argent de la population et après vous revenez, vous ressaisissez une année ou 6 mois après, vous dites non, voilà, nous avons retiré. Vous avez retiré quoi? Parce que la création du RAM, c'était déjà en violation de la Constitution. Qui a été sanctionné? Est-ce qu'on nous a restitué l'argent? Est-ce qu'on a remboursé notre argent? Est-ce qu'il y a eu réparation? Non, mais c'est ça l'état de droit. Je vous dis, aujourd'hui, nous avons un grand problème. On veut nous amener dans des politiques sensationnelles. Non, voilà, M. Félix Séké a pris la décision de suspendre le RAM et donc on doit l'applaudir. Non! Qui lui avait donné le droit de créer le RAM? C'est la présidence qui a créé le RAM. RPTC était rattaché à la présidence. Et c'est la présidence qui a créé ces RAM. Et nous avons été préjudiciés. Et ne demandez pas d'applaudir lorsque vous vous êtes ressaisis après. Non, il faut qu'il y ait réparation. On doit arrêter des gens qui ont pris l'initiative en violation de la loi et on doit restituer l'argent à la population qui en a été victime. C'est ça l'état de droit. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Ce qui est très surprenant. Lorsque la population avait commencé à fustiger le fait de voir l'applicabilité du RAM, M. Félix Séké avait déjà pris une décision en son temps, suspendant le RAM. Quelques jours après, sans qu'il prenne une décision contraire, nous avons vu que le RAM continuait à être ponctionné. Qui avait pris la décision de relancer les RAM? Parce que lui n'avait pas pris cette décision-là. C'est ça, M. Félix Séké et sa gouvernance. Je crois qu'il est temps pour la population de prendre note de ce qui s'est fait. Tout le monde a compris que la gouvernance de M. Félix Séké, c'est une gouvernance polluée. Des gens qui ne voient que les intérêts. Ils ont eu à ponctionner l'argent de la veuve, de l'orphelin, de pauvres militaires et policiers. Et aujourd'hui, on attend à ce que nous l'applaudissions. Il n'y a pas question de l'applaudir. Il faut qu'il y ait des sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, je considère ça comme une escroquerie d'État. Et si la population va cautionner, je ne suis pas preneur. Alain Bolodja, merci d'être venu nous voir. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je voudrais faire passer un message. Nous avons un stock de livres à Floride, aux États-Unis. Ceux qui sont intéressés peuvent nous appeler. Ah, votre ouvrage là? Oui, oui. Aux États-Unis, ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter. Plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. Merci beaucoup. Appelez donc M. Bolodja pour acheter ces livres. Il faut l'acheter parce qu'il réserve un grand pourcentage dans l'argent l'argent des livres est vendu pour les actions sociales, lui il va dans les orphelinats, 40%. 40%, ça je peux témoigner. Donc, si vous achetez un ouvrage, rassurez-vous que vous avez aidé un orphelin ou un malnutri dans le pays. Ou aider M. Félix Séké à aller en retraite anticipée. Tigago, M. Silit. Allez, c'est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.